6,90 €. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve donc avec Elisabeth Lévy et Étienne Chouard pour une émission spéciale. Je rappelle brièvement les faits. Étienne Chouard, qu'on connaît bien ici, puisque vous, tous les jeudis, vous animez, vous participez à un débat alternativement avec Elisabeth Lévy et Régis de Castelnau. Vous êtes professeur d'économie. Vous êtes le spécialiste, on va dire, du référendum d'initiative citoyenne. Vous êtes un intellectuel, vous lisez beaucoup. Vous avez donné une interview cette semaine aux médias qui a été repris par Denis Robert à la suite d'Aude Lancelin. Et évidemment, il vous a posé une question, quelque chose qui vous poursuit depuis un certain temps. D'abord, votre amitié supposée ou réelle avec Alain Soral. Et donc, on vous a toujours suspecté, on va dire, de confusionnisme ou d'avoir des amitiés un peu particulières avec des gens qui niaient la Shoah ou qui avaient des opinions un peu particulières sur des faits établis. Et donc, à ce moment-là, à un moment de l'interview, Denis Robert vous pose la question, en plus de manière bienveillante, pour dissiper ce malentendu. Il vous dit, Étienne Chouard, il reprend ce que je viens de dire, il reprend cette antienne, et puis il vous tend d'une certaine manière la perche, et il vous dit, par exemple, sur les chambres à gaz. Et là, vous avez une réponse sidérante que personne n'a compris. Vous dites, vous marquez un blanc, vous dites, mais c'est quoi cette question, ça, ce qui peut se comprendre, qui vient comme ça un petit peu à brûle-pourpoint. Mais vous dites surtout, je ne sais pas, et j'en sais rien. Et vous dites ensuite, c'est pas mon sujet. Et si non, j'ai pas de doute, vous dites. Et si j'ai un doute, si je réponds pas, c'est quoi ? Vous allez me brûler. Il faut absolument que je vous réponde. Vous comprenez bien le problème. Parce qu'on vous demande d'éclaircir, et là vous allez les deux pieds dedans, vous allez à nouveau dans une espèce de confusion de la pensée. Et la question que je vous pose ce soir, sur laquelle on va démarrer, c'est: a-t-on besoin de lire des livres sur la Shoah pour savoir que ça a existé ? Mais pas du tout. Voilà, c'est vraiment un énorme malentendu. Je suis vraiment, moi, désolé, j'ai l'impression d'avoir fait une énorme connerie. Évidemment, il n'y a pas besoin de lire les livres pour avoir un point de vue sur la Shoah. Pour moi, la Shoah, c'est évidemment l'incarnation de l'horreur. Et les chambres à gaz sont une modalité épouvantable qui est, elle aussi, une horreur. Quand je revois la séquence, je vois l'effet que ça peut produire. Quand je la vois après coup, je me dis, mais quelle connerie, quoi. Évidemment. Non, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Oui. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Ben, écoute, il faut voir la séquence en entier. Je venais d'expliquer à Denis que, de mon point de vue, pour qu'une idée dangereuse, méprisable, à combattre, pour qu'une idée soit bien combattue, il faut que dans l'esprit des gens, ils connaissent l'argument de l'idée dangereuse et le contre-argument. C'est-à-dire qu'il faut donner le spectacle, et c'est dans ce domaine et en toute matière, il faut donner le spectacle des idées dangereuses et de leurs contradictions pour armer les gens contre ces idées dangereuses, pour qu'ils aient vu ça, qu'ils aient vu l'argumentaire complet. Sinon, si on ne fait pas ça, les jeunes gens se retrouvent sans être armés dans leur hall d'immeuble, voient arriver les idées racistes, les idées dégueulasses, et comme ils n'ont jamais vu le contre-argument, on les perd. C'est-à-dire qu'ils vont devenir racistes, etc. Je venais d'expliquer ça, et donc j'expliquais qu'il fallait avoir un argumentaire serré en face de chaque idée dangereuse. Et quand il me pose la question sur les chambres à gaz, qui est une question pour moi qui est complètement inhabituelle. Jamais on m'a posé cette question-là de ma vie. Pardon. Je vous en prie, poursuivez. Voilà. Et donc, je suis comme sidéré. Je me dis, il y a un danger de commettre une erreur. Je sais que sur cette question, il existe pour certaines personnes des controverses et dont je ne connais pas les noms des livres, noms des auteurs, justement, précisément, là, le détail de ce qui permettrait de mettre en évidence. Et là, je me mets sottement, parce qu'il suffirait de dire évidemment, voilà, mais je pense à ça. Alors, je me mets en position, enfin, pour moi, comme une position sexuelle, en disant, je sais pas, quoi.
parce que ça me paraît pas criminel de dire je sais pas, sans me rendre compte de la portée, évidemment, du sens de ce que je suis en train de dire. Mais en y repensant, c'est évident, quoi. Il fallait répondre, évidemment, parce qu'il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne suis pas négationniste, je ne suis pas antisémite. Évidemment, je me sers même comme d'un carburant personnel de cette épouvantable période comme pour réfléchir à la façon dont ça ne va pas arriver. C'est-à-dire que toute ma réflexion s'alimente sur le déroulement des guerres pour montrer comment je vais les éviter. Alors donner l'impression que je suis... je fais comme si ça, c'est lamentable. Oui, non, parce que vous comprenez bien... Je me mords les doigts. Ce qu'on vous reproche, c'est parce que là, vous parlez d'idées, et d'images et de contre-images, et ce qu'on vous reproche, évidemment, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une idée, ce sont des faits avérés. C'était un choc, sans doute le plus grand choc pour l'humanité, et d'une certaine manière, en répondant « je sais pas », ben vous remettez tout ça en cause. C'est ça qu'on vous reproche, en fait. Elisabeth Lévy. Peut-être participer à ce débat, pardon. Parce que, bonjour Étienne, je voudrais d'abord vous dire, bonjour Didier. Je voudrais vous dire que mon premier réflexe, quand j'ai reçu, sans doute, quelques minutes après sa diffusion, des messages concernant cet entretien, a été de vous envoyer un message de rupture sans histoire, en disant que pour moi, les conditions du débat avec vous, de la discussion avec vous, n'étaient plus réunies. D'abord, je n'aime pas, je le dis souvent, les procès où l'on condamne sans permettre à la personne de se défendre. Ce n'est pas du tout votre procès de mon point de vue. Je ne viens ni pour vous sauver la mise, ni pour faire un procès. Je viens pour essayer de comprendre. Je viens par fidélité à ma conception du débat. Et je viens pour essayer et ça me coûte. Mais je viens pour essayer de comprendre pourquoi, contrairement à ce que vous pensez vous-même, je ne sais pas ce que vous êtes ou pas, mais vous dites des choses négationnistes, et ces choses négationnistes sont utilisées et utilisables par des antisémites. Et la première chose que je dirais à votre introduction, c'est que ça n'est pas la première fois que ce sujet revient. Il y a un sujet sur lequel vous faites porter votre doute, sur lesquels, tout d'un coup, il vous faut je ne sais quelle preuve irréfutable que vous n'auriez pas eue, ou que vous n'auriez pas lu. C'est ce sujet. Vous n'avez pas été au débarquement, vous n'avez pas écrit de livre dessus, vous n'avez jamais mis en cause devant moi le débarquement, vous n'avez pas plus mis en cause la mort de votre cher Marat, assassiné par Charlotte Corday avec moult détails dans sa baignoire, et vous n'y étiez pas, et vous n'avez pas non plus travaillé dessus. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit un hasard, si c'est toujours sur ce sujet qui est déjà venu dans notre discussion, si vous voulez, que votre doute, bien sûr, plusieurs fois, que votre doute se porte. Et là, je vous crédite de votre bonne foi. Je pense que vous êtes l'idiot utile d'autres. Ça n'est pas vous. En l'occurrence, je pense que vous êtes l'idiot utile d'un certain nombre de gens. Je voudrais vous faire comprendre pourquoi quelqu'un qui dit « je ne suis pas sûr que les chambres à gaz aient existé », je ne demande pas qu'il soit exclu du débat public par la loi. Je demande, moi, le droit de ne pas discuter avec lui parce qu'il n'y a pas de monde commun. Ça n'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question de monde commun. Voilà. Et la deuxième chose, je tiens à le dire, je ne parle pas au nom des Juifs. La plupart des gens dans le monde ne sont pas juifs et la plupart des gens sont ulcérés par ce genre de propos. Voilà. Enfin, comme dans mon avant-propos, je voudrais dire aussi que je ne crois pas que les Juifs d'aujourd'hui soient des victimes du nazisme. Le statut de victime ne se transmet pas, comme le dit Alain Finkielkraut, à travers les âges. Certains Juifs sont victimes de l'antisémitisme qui est toujours planqué derrière le négationnisme. Pourquoi ? Et c'est là, je pense, qu'on peut arriver... pourquoi y a-t-il de l'antisémitisme planqué derrière le négationnisme ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une controverse historique. Didier l'a rappelé, Régis de Castelnau, qui était encore plus ulcéré que moi, je crois, me l'a dit. Il m'a dit, il ne s'agit pas de vérité, mais il s'agit de factualité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et si vous voulez, c'est l'achèvement du crime génocidaire que de le nier, car de dire que des gens ne sont pas morts, c'est les tuer en quelque sorte une deuxième fois. Mais, que signifie, poussons cette logique du doute jusqu'au bout. S'il y a doute, si cette affaire, si ces 6 millions de morts, si ce monde englouti, un tiers des Juifs ont été européens, sont morts dans la Shoah.
si tout ça est un mensonge, il faut en tirer les conclusions. Ça veut dire que les Juifs sont un groupe maléfique, qui a, bien sûr, il n'y a aucun, si vous voulez, les historiens, et de même que des témoins, des survivants, et bien sûr des tas d'associations, beaucoup d'associations juives, si vous voulez, qui ont depuis des années, depuis 70 ans, essayé de transmettre une mémoire. Je veux dire, quel est le discours de Soral? Ces gens-là nous font croire, ou des Iraniens, qui le tiennent beaucoup plus carrément, ils nous font croire qu'ils sont des victimes pour dominer le monde. Il n'y a pas d'autre aboutissement logique d'un propos négationniste aujourd'hui, car je vous le dis, d'accord, si nous acceptons que la méthode scientifique soit encore un critère, il n'y a pas d'historien sérieux, d'accord, qui ait le moindre doute. Vous pouvez discuter des causes, vous pouvez discuter des interprétations, si vous voulez, mais vous devez entendre que cela n'est pas discutable. Et peut-être vous voulez vous répondre, je voudrais vous dire après pourquoi cela fait partie, à mon avis, de quelque chose du monde commun. Pourquoi cet événement a un impact particulier dans la conscience européenne. Voilà. Étienne Chouard. Je l'entends et je me désole d'avoir donné l'impression de faire partie de ces gens-là, parce que j'en fais pas partie du tout. Je ne suis pas du tout, mais pas le moins du monde négationniste. Pas du tout. Je pense que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale est littéralement une catastrophe, une dégueulasserie, quelque chose qui est très important pour l'humanité, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois très cultivé et nazi, et le danger est toujours là, et nous avons à nous en prémunir, et moi je travaille à des institutions qui permettront de l'éviter. Je vois bien que j'ai donné un signal incroyablement contraire. Je le regrette. C'est vraiment... Non mais ça, j'entends vos regrets, j'entends tout à fait que c'était à votre corps défendant. J'essaye d'attirer votre attention sur quelque chose qui ne concerne pas seulement l'histoire, mais qui concerne le débat public aujourd'hui. C'est que pour beaucoup de gens, si vous voulez, peut-être parce que certains voient dans cette mémoire de la Shoah une forme de sacré contemporain, notion à laquelle je m'oppose moi-même d'ailleurs pour ces raisons, mais pour un certain nombre de personnes, le comble du chic, si vous voulez, de la liberté de penser, c'est de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé, ce qui veut dire, comme je vous le répète, que les Juifs ont tout inventé. C'est pas mon cas du tout. Non, c'est pas votre cas, c'est le cas de beaucoup de gens qui vous suivent. C'est le cas, je vous rappelle qu'Alain Soral, dont on a déjà parlé et que vous avez eu beaucoup de mal à désavouer parce que vous pensez qu'il est un résistant, ou vous avez pensé qu'il était un résistant de la liberté d'expression, Alain Soral vous a soutenu parce que il essaye de transformer cette discussion que nous avons en ce pauvre Étienne Chouard. C'est encore ces salauds de puissants, de médias bien pensants, de juifs, d'Elisabeth Lévy, j'en passe et des meilleurs, qui font son procès pour l'empêcher de dire les vérités qu'il veut dire. Je veux dire... S'il y en a parmi ceux qui suivent mon travail qui étaient négationnistes et qui comptaient sur moi pour défendre le négationnisme, c'est raté. Je ne suis pas négationniste, mais au contraire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant la guerre contre les Juifs et avec les chambres à gaz est tellement scandaleux qu'il faut absolument imaginer quelque chose pour que ça n'arrive plus. Je me rends compte. Vous voyez aussi. Non, je me rends compte que ce que j'ai fait, la façon dont je l'ai fait. Quand je me l'explique à moi-même, je trouve l'explication qui, de façon logique, conduit à cette espèce de sidération sur une question qui, pour moi, est quand même, il faut se rendre compte, inhabituelle. Je ne me pose pas cette question. Je ne me la pose jamais, cette question. Est-ce que les chambres à gaz ont existé ? C'est pas une question que je me pose. Non, mais moi, je voudrais vous répondre à une autre que je vous ai posée. Pourquoi ? Alors que si on vous avait dit, est-ce que vous pensez que Louis XVI a été décapité ? Vous auriez répondu oui sans hésiter. Non, je ne le crois pas. Ah oui, non, pourquoi croyez-vous que le doute, en tous les cas, que certaines personnes essayent, si vous voulez, je n'entends jamais Soral me demander si Louis XVI a été décapité, ou le gouvernement iranien, ou toutes sortes d'autres gens, ou Forisson. C'est le seul événement historique, pourtant fort documenté, qui leur paraissait susceptible ou nécessaire d'être interrogé. C'est parce que, je vous répète, derrière, il y a l'idée que les Juifs sont puissants, que c'est eux qui empêchent le débat, ou les Juifs, ou les lobbies qui le représentent. Et
Je vais vous dire quelque chose qui va vous blesser. Et je voudrais que vous l'entendiez, parce que c'est pas pour vous blesser, c'est pour que peut-être vous essayiez d'y réfléchir. Je vous crois tout à fait que vous n'êtes pas antisémite, vous n'êtes pas négationniste, vous savez que les chambres à gaz ont existé. Mais ce qui se passe, c'est que souvent quand nous discutons, y compris d'autres sujets, vous avez une vision du monde, si vous voulez, avec un groupe de méchants qui a servi un autre groupe plus... Raphaël me fait le même reproche. Un groupe de gentils. Eh bien, cette forme de pensée qui ne peut pas rendre compte de la complexité du monde, et rendre compte de la complexité du monde est votre devoir d'intellectuel, cette forme de pensée vous rend vulnérable aux gens qui vous racontent ces bobards. Parce qu'encore une fois, je crois que vous êtes instrumentalisé. Oui, mais... il y a une autre façon de lire cette opposition entre les dominants et les dominés, qui est la lutte des classes, et qui là n'est pas du tout antisémite. C'est une question de lutte des classes, c'est une autre, qui permet d'entendre ce que je dis quand je parle des riches, des pauvres, des dominants, des dominés, des exploiteurs, des exploités, qui n'a rien à voir avec l'antisémite, qui a à voir avec la lutte des classes. C'est une autre lecture. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'il y a ce que me dit Raphaël aussi, c'est ce que je dis, la façon dont je le présente, ça peut être pris par des antisémites comme une pensée en renfort. Mais je peux pas... Si vous voulez, moi je voulais dire que la pensée en blanc et noir, y compris parce que la lutte des classes est peut-être une grille explicative, mais elle ne suppose pas que vous pensiez que n'importe quel patron est un salopard qui exploite ses ouvriers. Si vous voulez, ça ne suppose pas, parce que vous auriez une grille de lecture marxiste des forces sociales qui s'opposent, que vous essentialisiez des personnes. Ce que je fais pas d'ailleurs, parce que dans mon esprit, les riches, à mon avis, l'argent corrompt. L'argent rend fou. Trop de pouvoir rend fou. Et trop d'argent rend fou. Et je pense que les riches sont dangereux, non pas parce qu'ils sont ce qu'ils sont, mais parce qu'ils ont trop d'argent. Je pense que nous devrions éviter les accumulations de pouvoir, les accumulations d'argent, pour avoir une société plus équilibrée. Enfin, je ne voulais pas vous entraîner là-dessus. Je voulais juste vous dire qu'à mon avis... Je n'essentialise pas du tout les personnes. D'accord. Je cherche des structures qui empêchent des accumulations de pouvoir et d'argent. Encore une fois, si vous voulez, on en a souvent parlé pendant les Gilets jaunes, je crois que la simplification à outrance des questions, et pardonnez-moi, souvent vos partisans, quand ils veulent vous défendre, quoi que vous disiez, parce que c'est vous, je pense, ne vous rendent pas service. C'est vrai. Tout simplement. Vous rendent pas service. Cette simplification ne peut être qu'un appauvrissement, et surtout ne nous amènera pas à la vérité. Mais pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, je voudrais quand même revenir sur une chose. C'est pourquoi, parce qu'après tout, beaucoup de gens disent, il y en a marre, pourquoi, après tout, cette histoire de Shoah, ça nous concernerait tous. Pourquoi on nous enquiquinerait avec cette affaire ? Non, mais ça nous concerne. Bien sûr que ça nous concerne, parce que ça nous pend au nez. Mais c'est quelque chose qui revient de façon très régulière. Alors je crois, vous savez, je crois que, bien sûr. Il y a quelques années, en 63, Blier a fait un documentaire qui s'appelait Hitler connaît pas, interrogeant des jeunes gens. Effectivement, alors c'était en 63, une autre époque, ils n'avaient jamais entendu parler d'Hitler. Et Alain Finkielkraut dit souvent, le problème c'est qu'on a à la fois Hitler connaît pas parce que les gens, dans le fond, ne savent pas beaucoup de choses, et on ne connaît plus qu'Hitler, on le voit partout. Moi, je crois que si vous voulez, l'idée de rabattre tout sur le nazisme en nous disant il revient, obscurcit plutôt notre façon de voir. C'est vrai ça. Je vous propose une petite pause, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Les 15 et 16 juin. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. On se retrouve pour la seconde partie de ce débat. Je disais tout à l'heure, en fait, est-ce qu'on a besoin de lire des livres pour savoir que les faits ont existé, notamment les chambres à gaz et la Shoah. Et dans la pause, on échangeait là tous les trois avec Elisabeth Lévy et Étienne Chouard, on disait mais si, il faut lire des livres. Et effectivement, c'est une question aussi qui revient. Parce qu'on se dit comment vous, qui êtes un exégète de Marat, qui lisait beaucoup, qui lit beaucoup sur les guerres, qui lisait beaucoup sur les guerres, qui avait lu des auteurs de l'Antiquité, comment vous avez pu passer au travers de, je sais pas moi, si c'était un homme de Primo Levi, ou de films comme La vie est belle de Roberto Benigni. Vous n'avez pas arrêté voilà, je veux dire, c'est la question qui revient, on se dit comment, alors que vous êtes professeur. Je regarde pas la télé. Voilà, non mais sans regarder la télé, je dirais, ça fait partie de la littérature commune, du patrimoine artistique et culturel mondial et commun. Comment vous avez pu
passer à travers ça? C'est la question aussi qui revient souvent, donc je me fais l'avocat des questions les plus... Voilà. Je me suis posé la même question et j'ai une réponse très honnêtement. J'ai beaucoup de livres sur la guerre, mais je n'ai pas de livre sur le déroulement des guerres, parce que je cherche à éviter la guerre. Et pour éviter la guerre, j'ai besoin de comprendre les causes de la guerre. Le financement, le rôle des médias, l'évolution de l'opinion. Et il me semble que c'est par la compréhension de comment viennent les guerres qu'on va pouvoir les éviter. Et quand je vois la littérature, que je vois chez des gens sur le déroulement de la guerre, je vois qu'il y a des milliers de livres. Je fais le choix de me concentrer surtout sur les causes de la guerre. Et c'est pour ça que je détaille pas. Et il n'y a pas que sur celle-là. Sur la première, c'est pareil. J'ai pas de littérature sur le déroulement de la guerre. Je crois qu'il vaut mieux que je vous interrompe. Un culte sur la. Voilà. Je crois que parce que c'est quand même tout à fait étrange. C'est quand même tout à fait. C'est quand même tout à fait sidérant de dire à la fois que c'est un événement absolument central et de nous dire que jusque-là, vous l'avez évité. Et par ailleurs, moi, je pense, comme d'ailleurs Raoul Hilberg, qu'il y a parfois surabondance et même excès dans la commémoration, et qu'il y a aussi beaucoup de navets, il faut bien le dire, sur cette période. Il y a beaucoup de livres ou d'émotions dont on fait commerce aussi. Il y a aussi des spécialistes de l'indignation. Oui, mais enfin, il y a surtout... Il faut le reconnaître, ça, il y a des spécialistes de l'indignation sur tous les sujets. Voilà. Mais il y a aussi effectivement des chefs-d'œuvre. Il y a des livres, il y a le livre d'Elie Wiesel, un des premiers qui a fait date. Il y a les livres d'Aaron Appelfeld. Il y a des chefs-d'œuvre et surtout... moi, je crois que oui, il faut lire, parce que si on considère que c'est un événement central dans la conscience européenne, je cherche où Hannah Arendt disait, c'est une rupture quasi totale dans le flux ininterrompu de l'histoire occidentale que l'homme l'avait connue durant plus de 2 millénaires. Je ne sais pas, je trouve d'ailleurs que cela pourrait être discuté, ce flux continu, mais en tous les cas, c'est une rupture sur un continent qui se croyait en quelque sorte le paradis du progrès humain et de la civilisation humaine. Et c'est une rupture dans l'humanité aussi. Donc, on peut dire ça. Je ne sais pas comment vous avez fait pour y échapper, mais encore une fois, je crois que j'ai déjà cité ici ce que m'a dit un jour Marine Le Pen en confidence dans une discussion où on parlait de liberté d'expression. Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai qu'à l'extrême droite, et je ne sais pas du tout pour vous, je restitue la phrase telle que elle me l'avait dit, à l'extrême droite, quand on parle beaucoup de gens parlent de liberté d'expression pour pouvoir dire des horreurs sur les juifs. Que j'avais trouvé au moins franco de port. Voilà, donc oui, je suis étonné que vous ayez pu passer au tour. Encore une fois, j'aimerais aussi revenir sur une autre de vos affirmations. Pareil pour la Première Guerre mondiale. Je n'ai rien sur le déroulement de la Première Guerre mondiale non plus. Mais si on considère que l'extermination des Juifs est un événement en soi, si vous voulez, qui est une crise dans la conscience européenne... Et que je prends comme acquis. Mais enfin bon, je veux dire, vous, après tout, je ne veux pas vous imposer des sujets d'études, je vous dis simplement que... Je vais me les comprendre, pour comprendre ce que nous sommes, d'ailleurs, avec des aspects excessifs, car c'est l'ombre portée du plus jamais ça sur la politique européenne est un problème qui nous incite à sortir de l'histoire, mais ça, je ne veux pas. Je pense qu'effectivement, si on veut comprendre ce que nous sommes, on ne peut pas passer à côté de cet événement. Mais je voudrais vous interroger sur une autre de vos phrases, parce que vous l'avez dit aussi ici. Avec moi, d'abord, vous avez dit qu'il n'y avait pas que l'antisémitisme était très marginal. Bon, on ne va pas rediscuter de ça, mais surtout, vous nous avez expliqué, vous m'avez dit, on a bien le droit d'être antisémite. On devrait avoir le droit, et c'est une erreur d'avoir dit antisémite, parce qu'en fait, je voulais dire judéophobe, parce que vous veniez de dire qu'on pouvait être islamophobe. Islamophobe, c'est-à-dire qu'on ait peur de l'islam. Et c'est vrai que tous ceux qui n'ont pas une religion sont légitimes à avoir peur. Pardon, mais je vous dirai après, pardon. Et vous-même, d'ailleurs, vous m'avez dit qu'on pouvait être judéophobe, islamophobe, christianophobe. Ce qu'on appelle islamophobe, c'est la critique de l'islam. C'est de dire, je pense que, par exemple, c'est une religion qui n'est pas bonne pour l'égalité entre les sexes. Bon, voilà, c'est considéré. Et donc, on devrait pouvoir faire ça pour toutes les religions. Je vous l'ai dit, et c'est ça que je voulais dire. Vous avez parfaitement le droit de critiquer le judaïsme. Et c'est ça que je voulais dire. Voilà, et là encore, je bats ma culpe, parce que si on comprend ce que j'ai dit en prenant l'antisémitisme. Mais vous vous souvenez, on venait de
de parler de Bernard-Henri Lévy qui me traitait d'antisémite. Oui. Donc, si ce que je fais, moi, c'est antisémite, c'est pas grave. Oui, le problème, c'est que ça démonétise ce mot-là. Parce que moi, je suis pas du tout antisémite et rien de ce que je dis n'est antisémite. Donc, quand il me traite d'antisémite... Vous pouvez pas dire rien de ce que vous dites. Il y a beaucoup de gens. Non, Moi, je rien vous de dis, ce que je je dis. reçois des tonnes de messages d'amis qui sont tout à fait de bonne foi. Non, rien de ce que je dis n'est antisémite. Si, Je ne quand suis vous pas dites- antisémite. Par exemple, quand vous dites, et là, ici, vous l'avez dit, il n'y a pas d'antisémitisme, ça n'existe pas au moment où je vous parlais de la Seine-Saint-Denis, où il n'y a plus d'écoles juives d'élèves juifs dans les écoles publiques, ou quasiment plus, eh bien, ça veut dire que les juifs l'inventent, alors que quelqu'un Non, l'invente. oui, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Pas Oui, du tout. C'est pour ça que je dis que vous n'êtes peut-être pas antisémite, mais vous dites mais pas parfois du des tout. choses antisémites. Non, mais c'était Voilà. pas antisémite. Sans Ce le que je voulais vouloir. vous dire, c'est que je ne ressens pas du tout dans mon quotidien ou de façon ultra marginale la haine des juifs. C'est ça que je voulais vous dire. Et ça n'est pas antisémite que de dire ça. J'ai l'impression que alors bon, moi, je sens pas la haine des juifs autour de moi. Je Non, la mais sens pas. Raphaël Enthoven, d'ailleurs, m'a reprise là-dessus, il a eu bien raison. Ça n'est pas la seule définition de l'antisémitisme, c'est la plus immédiate et croire que les juifs sont puissants, croire qu'ils dirigent le monde, même si vous... Non mais je ne dis pas que c'est vous, je dis nous sommes entourés de ces croyances et elles sont plutôt en voie de croissance qu'en voie de régression. Mais maintenant, je ne vous en accuse pas, je vous dis simplement que vous pouvez être, comment dire, oui, instrumentalisé, mais bon... Je ne sais pas ce qu'en pense Didier, je sais pas. Moi, Didier, je distribue Didier, la parole. vous êtes un peu partie prenante aussi de ce débat, puisque vous avez Voilà. été Non, mais vous-même moi- mis en cause pour donner la parole à Étienne. Voilà. Non, mais donc. moi, si vous voulez, où j'étais un peu sidéré, je l'ai dit tout à l'heure à Étienne Chouard, c'est qu'à un moment, on a pris un certain nombre de risques, parce qu'il y avait une réputation sulfureuse qui le précédait. Bon. Moi, j'ai discuté avec Étienne Chouard, j'ai acquis la conviction dans nos nombreux échanges qu'il était ni raciste, ni antisémite, on a été clair là-dessus. Et puis au moment, et c'est ça où quelque part, la sidération est le bon mot, où on lui propose justement de dissiper ce malentendu, il y retourne. Alors premièrement, les gens disent, alors soit vous dites c'est un idiot utile, il comprend pas ce qu'il fait et c'est grave, et je crois pas du tout qu'il soit idiot. Non mais idiot utile, on sait bien que ça veut pas dire que vous êtes idiot. Quand on dit idiot utile, ça veut dire tout le monde... que vous êtes... non mais je voudrais dissiper Voilà, non, mais il n'y a pas de malentendu, je y a ne pas de vous ai problème. évidemment pas traité d'idiot. Deuxièmement, on se dit... est-ce qu'il y a peut-être toute une partie des gens... Je me fais aussi l'avocat des questions que j'ai reçues, parce que j'ai reçu des tonnes de questions, et pas du tout sympathiques, et plutôt haineuses, je dois le dire. Est-ce que les gens qui le suivent ne veulent pas les décevoir, parce qu'il y a des gens qui sont favorables à ce qu'il fait, etc., qui sont un peu borderline? C'est aussi une question qui revient souvent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je voudrais marteler quelque chose clairement. Je ne suis pas négationniste, les chambres à gaz ont existé, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et c'est une indignation, c'est révoltant. Non, mais la Shoah aussi, évidemment, et c'est répugnant, c'est scandaleux, au point que ça devrait continuer à nous mobiliser pour éviter que ça recommence. Donc, de ce point de vue, je trouve que là... Mais si on m'écoute, je ne parle jamais de ces sujets-là, si on écoute ce que je fais, c'est-à-dire si on regarde mon travail depuis 15 ans, qui est de résister à toutes les formes de domination, je cherche à instituer, à penser ensemble les institutions et à instituer ensemble les institutions qui vont nous protéger contre toutes les formes de domination. Ça va être évidemment contre toutes les formes de fascisme, de tyrannie, de cette nature. C'est-à-dire que je suis précisément, moi... comment dire, je voue ma vie à la réflexion sur des institutions, la réflexion commune à travers le pays. Que vous ne vouliez pas aggraver nos divisions. Non, mais comprenez-moi, c'est vraiment le monde. C'est un crève-cœur absolu de passer pour un négationniste, c'est-à-dire un nazi. Alors que je passe ma vie à penser la protection du corps social contre ces horreurs. Ne nous emballons pas, si vous voulez, nous ne pensons pas que vous vouliez... personne ne pense... Mais tous ces gens qui disent que je suis négationniste, non, mais Elisabeth, encore une fois, ils ne sont pas tous de bonne foi quand même. Parce sans doute, mais là, en attendaient... l'occurrence, ils n'ont pas besoin d'être de mauvaise foi sur ce coup-là. Vous l'avez vous-même reconnu. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une utilisation en quelque sorte frauduleuse de la liberté d'expression. Je suis personnellement
extrêmement attaché à la liberté d'expression et je l'ai prouvé à maintes reprises parce que je suis une des rares à discuter avec presque n'importe qui. Et quand je dis presque, je dis vraiment presque puisque j'ai des limites. Et je ne vous dis pas... Mais non, mais Dieudonné, déjà, c'était quand même... un chouïa compliqué, bien que complètement, pas dénué d'intérêt, évidemment. Donc, je suis très attaché à la liberté d'expression. Néanmoins, je sais qu'elle ne peut pas être totale, et que si on a des mauvais sentiments, non pas sur des... je ne parle pas de critique des idées, critique des religions, mais si on a des mauvais sentiments sur les coiffeurs, les homosexuels, les pêcheurs à la ligne, les musulmans, les arabes ou les juifs, il vaut mieux les garder par devers soi, parce que sinon, il est difficile de vivre en société. Au-delà de ça, sur la confusion, si vous me permettez une incise juste là-dessus, ce qui vous est reproché, ça m'y fait penser également, c'est qu'à un moment, au nom de la liberté d'expression, vous mettez sur le même niveau, quelque part, une opinion et un fait. Et quand un fait historique est transformé en opinion, ça permet à toute une partie de cinglés de s'engouffrer, justement, dans la négation de ce fait historique pour dire finalement on a le droit de penser comme ça. Et c'est ça les limites de la... C'est pas le problème, c'est un peu l'opposition des plans comme pouvait l'exprimer Nietzsche, si vous voulez. Il y a une opposition, mais on n'est pas sur le même plan. Donc on oppose des noumènes ou des phénomènes qui ne peuvent pas se rencontrer. Parce que d'une part, vous êtes dans la réalité, dans le réel, et dans l'autre, vous êtes dans l'intellectuel, dans l'interprétation. Et c'est aussi ça qui vous est reproché. Et c'est même pas qui vous est reproché, c'est qu'on ne... avec l'esprit de synthèse que vous avez, on ne comprend pas cette façon de faire. Mais surtout, il faut comprendre. C'est ça qu'il faudrait peut-être éclaircir. Il faut comprendre encore une fois pourquoi, pardonnez-moi, pourquoi cet amour de la liberté d'expression qui pourrait se manifester, je n'entends pas ces mêmes gens se manifester sur toutes sortes d'autres problèmes de liberté d'expression, pourquoi cet amour de la liberté d'expression demande, absolument... qu'on respecte seuls des négationnistes d'Auschwitz. Parce que, moi je ne suis encore une fois pas pour qu'on les interdise par la loi, mais je peux me passer d'eux. Eh bien, je vous le dis, c'est parce que, d'une certaine façon, ils pensent que c'est la meilleure façon d'épater le bourgeois. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est une provocation bébête. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, pour vous... représente quelque chose d'important, peut-être même un événement métaphysique, pas seulement un événement historique, quelque chose d'inouï dans la chronique de ce que l'homme peut faire à l'homme, eh bien, nous, comme on est des esprits forts et qu'on est des malins et des rebelles, on va piétiner ça. C'était un peu la méthode de Jean-Marie Le Pen, qui probablement d'ailleurs est parfaitement convaincu de l'existence des chambres à gaz, mais aimait bien de temps en temps, si vous voulez, épater le bourgeois de cette façon. C'est pour ça que je vous dis, réfléchissez à cette question de la liberté d'expression à laquelle vous êtes attachés et ne la bradez pas pour n'importe qui et n'importe quoi. Étienne Chouard. Moi, il me semble que la seule phrase que j'avais notée pour aujourd'hui me vient de Stuart Mill. John Stuart Mill, qui était un fondateur du libéralisme et qui disait pouvoir critiquer sans aucune crainte les lois de Newton et voir qu'elles résistent à ces critiques est une des raisons de croire aux lois de Newton. C'est-à-dire que quand les faits sont avérés, la meilleure façon d'affermir dans la conscience populaire ces faits, c'est de les laisser contestables et de voir que, contestables, ils ne sont pas contestés victorieusement. Et donc nous allons passer notre temps à devoir écouter des hurluberlus qui vont nous dire la prise de la Bastille n'a pas eu lieu, les Américains n'ont pas marché sur la Lune. Ce qui se passe, Elisabeth, sur le plan de la négation qui est révoltante de la Shoah ou des chambres à gaz. Ce qui se passe dans les pays où c'est pas interdit, comme aux États-Unis, c'est que les négationnistes sont des huluberlus dont personne ne parle et on les écoute. Non, vous êtes d'abord. Attendez, je voudrais répondre à ça. Quand on les interdit, on en fait des martyrs. Je vais vous répondre à ça. Et arrive à se développer. D'abord, vous me dites que je vous ai déjà dit que là-dessus, ça n'est pas la peine qu'on en discute. Je suis contre l'interdiction par la loi parce que je la juge inefficace. En revanche, que se passe-t-il, que s'est-il passé avant l'adoption de la loi Guesso, comme me l'a dit, je crois, Alain Finkielkraut dans une émission récemment, il m'a dit, si l'université avait fait son boulot, déjà, probablement,
la loi Guesson n'aurait pas été votée, car on ne peut pas donner un statut de théorie universitaire à des billevesées. Mais par ailleurs, encore une fois... Vous pensez à Lyon 3 notamment. Oui, c'était Lyon 2 ou Lyon 3, je ne voudrais pas être diffamatoire. Enfin, une des universités lyonnaises où Forisson enseignait et où ses thèses étaient mises à égalité. Deuxièmement, encore une fois, je vous demande de vous poser la question. Vous dites, on n'a qu'à soumettre cela au doute. On n'a qu'à... non, je crois que nous avons beaucoup de choses à débattre dans le débat public. Or, il doit y avoir, pour qu'il y ait un monde commun, il doit quand même y avoir un noyau dur de faits sur lesquels nous n'allons pas revenir tous les matins. Parce que sinon, on ne peut pas les enseigner dans les écoles. Sinon, donc, encore une fois... Je vous le dis, quand des gens mettent en doute l'existence des chambres à gaz, ça n'est jamais dans un souci de vérité, c'est toujours dans un souci de désigner les Juifs comme un groupe maléfique exerçant une puissance occulte, fondée sur un mensonge, car en plus ils se serviraient de leur malheur en faisant commerce. Je vous résume à peu près le corpus. Si vous me permettez, sur le sujet, parce que je trouve que c'est un sujet important, sur la loi Guesson, puisque cette loi fait débat, etc. Il me semble que le problème de la méthodologie, c'est-à-dire si on fait confiance, on est un pays cultivé, il y a des survivants, il y a des milliers d'écrits, il y a des films, il y a des images, il y a des photos, il y a des témoignages, il y a des archives, il y a eu des procès. Et donc on fait confiance aux historiens, on ne bloque pas l'histoire, on la révise dans le bon sens du terme, c'est-à-dire... C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, non mais... Je comprends, mais c'est pas comme ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on fait confiance à nos historiens. C'est ce que dit aussi Étienne Chouard. Et dès lors, mais ça c'est mon avis, je ne sais pas si vous le partagez, qu'on fixe des limites et qu'on dit ça c'est une vérité absolue. On n'a pas le droit d'en parler. Alors c'est une vérité absolue. Elle n'est pas niée par les historiens sérieux, comme vous le disiez. Mais dès lors qu'on fait une loi pour interdire, on dit voilà la vérité officielle, est-ce qu'on ne crée pas, finalement, parce que la pensée ne veut pas s'échapper de cet interdit, est-ce que ça ne crée pas de l'antisémitisme et du complotisme, en tout cas. Franchement, je pense vraiment ça. Et d'ailleurs, je voudrais juste rappeler qu'à l'époque... La plupart... Oui, beaucoup d'historiens, Pierre Nora, 150 qui avaient d'hommes politiques, de ministres de la Justice, Jacques Chirac, François Fillon, Jacques Toubon, pour ne citer que, avaient produit des Pascal argumentaires Clément, remarquables. Bien sûr, non mais attendez, est-ce que je peux vous répondre quand même ? Pierre Mazot, tout le monde s'était élevé contre cette loi en disant on va aboutir à ça. Voilà. J'ai fini. Je le répète pour à peu près 15e fois à ce micro, je suis contre la loi Guesson. Maintenant, je vous dis simplement que l'idée qu'il suffit que les historiens fassent leur travail pour que les négationnistes entendent raison, c'est une idée tout à fait fausse, car la réalité, c'est que ces négationnistes, ces petits réseaux, ces petits groupuscules, ils avaient des librairies avant, ils ont des petits... Ils sont entre eux comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Est-ce que la loi peut l'interdire ? Est-ce que la loi peut le limiter ? Non, mais s'il vous plaît, laissez-moi je vous en prie. Finir un raisonnement, Didier. Vous savez, j'arrive pas à être court, en particulier sur ce genre de sujet. Je vous en prie. Donc, non, je vous dis simplement, je suis contre l'interdiction par la loi. En revanche... Je serais, moi, par exemple, je dirige des médias. Non, je n'organiserai pas un débat avec des négationnistes sur un plateau de télévision ou dans le journal que je dirige. Non. Personne ne dit. C'est pas ce que je vous dis. Non, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je ne crois pas pour autant... Un, il ne faut pas les interdire par la loi. Deux, il ne faut pas les traiter comme des interlocuteurs légitimes et mettre leur billevesée à égalité avec des travaux sérieux produits selon des méthodes scientifiques. Qui décide de cela ? Chaque patron de médias. Ah oui, c'est-à-dire, vous avez qu'à décider, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité après de résister à la meute, aux différentes meutes sur les réseaux sociaux. Je dis simplement qu'à mon avis, dans le débat public, il y a beaucoup de manques peut-être aujourd'hui. Je ne sache pas que le fait qu'il n'y ait pas tous les 4 matins des gens qui puissent venir dire à la télé « Je crois que les chambres à gaz n'ont pas existé parce que monsieur machin a dit qu'il était à Birkenau de tel mois à tel mois et en fait il n'y était pas parce que... » Si vous voulez, en fait, ces gens-là, dans leur folie obsessionnelle de prouver quelque chose, de prouver que tout ça est un mensonge, cherchent une incohérence dans un petit détail, enfin des trucs vraiment sordines.
Mais on voit bien qu'ils ne sont pas animés par cela. Ils sont animés par le souci de montrer que tout ça est un gigantesque bobard et qu'on vit dans la 4e dimension, en quelque sorte. Donc, est-ce qu'on doit parler avec des gens qui pensent qu'on vit dans la 4e dimension ? Vous, c'est votre problème, vous avez le droit, je le respecte cela. Moi, personnellement, c'est ma limite. Vous n'êtes pas dans la 4e dimension, assurez-moi. Non, je suis avec vous ici, dans un débat difficile, mais je pense qu'on peut s'entendre, au moins s'entendre au sens strict du terme. Voilà, Étienne Chouard. Je voudrais dire un mot sur le déferlement, littéralement, de haine que je vois surtout sur Twitter, qui est vraiment un média particulier quand même, où des gens qui me connaissent pas, m'ont jamais vu, échafaudent des théories tout à fait invraisemblables, comme si j'étais un monstre, en faisant comme si mon travail de tous les jours, qui est une résistance à la domination, une résistance à toutes les formes de fascisme, comme si mon travail n'existait pas, en montant en épingle, sans me laisser la possibilité de leur expliquer où est-ce que j'ai pu dire une connerie. Oui, j'ai pu dire une connerie. Bien sûr, ça fait 15 ans que je parle. En 15 ans de parole, vous vous imaginez qu'on ne dit pas des conneries ? Bien sûr qu'on dit des conneries. Mais voir en moi un négationniste, c'est-à-dire quoi ? Un nazi ? Mais c'est tellement déconnant, c'est tellement violent. À mon avis, les gens ne disent pas tout à fait ça. Si quand vous ils me permettez, disent négationniste, c'est ça qu'ils disent. Ils disent que par votre comportement, vous laissez une porosité, et que quelque part, c'est comme si par cette porosité, par une certaine candeur, par une certaine bonhomie, peut-être, par une certaine aussi naïveté, de mettre en avant le processus de fabrication de la pensée plutôt que les faits, conduisent des gens qui sont moins respectables et qui sont animés, d'autres pas par le bien commun. Que vous êtes un peu leur poisson pilote. C'est ça qui vous est reproché. C'est ça qui vous est reproché. Vous êtes, oui, le poisson pilote. Et encore une fois, je crois que vous êtes utilisé. Et moi, mon objet pour venir ici était d'essayer non seulement de vous convaincre vous, mais de convaincre les gens qui vous écoutent. Et je voudrais quand même vous répondre à ce que vous venez de dire. Moi, je déteste les insultes. Je pense que la pratique des insultes devrait disqualifier toute personne. Je serais assez pour une mesure immédiate de fermeture des comptes de réseaux sociaux à toute personne qui, dans le débat, se contente d'injurier quelqu'un. Je peux vous dire que que j'en prends ma part, même si, encore une fois, je les lis. Il faut fermer tous les comptes de La République En Marche, alors. Non mais ça en fait un paquet. De plein de gens, et notamment, mon cher Étienne, puisque ça n'est pas, à ma connaissance, j'en sais rien, mais je ne crois pas que les gens de La République En Marche m'insultent beaucoup. Moi, ils m'insultent, hein. Certainement, chacun les siens, cher Didier. Mais c'est notamment le cas, cher Étienne, de vos partisans fidèles qui vous écoutent comme si vous étiez vraiment, non pas quelqu'un dont ils peuvent aimer et discuter la parole, mais comme quelqu'un qui serait une victime attaquée par le système et qu'il s'agit de défendre. Et je peux vous dire que ce qui me déverse à chaque fois que je viens débattre avec vous, c'est tout à fait croquignolé. Et je déteste cela pour vous. Je le déteste. Je n'aime pas qu'on pratique l'insulte. En revanche, je trouve que là, si vous voulez, vous ne pouvez pas dire à la fois que vous comprenez. D'accord, je me dis. Une minute. Alors, vous dites à la fois que vous comprenez que vos paroles étaient une épouvantable connerie. Mais de là à me faire passer pour un nazi, c'est quand même déconnant. Oui, vous n'êtes certainement pas un nazi, mais vous avez dit des choses négationnistes. Même si vous ne l'êtes pas. Je ne vous essentialise pas. Étienne Chouard, ce sera le mot de la fin. Il vous reste 1 minute. Moi, je voudrais demander pardon pour cette énorme maladresse qui fait croire que je pense quelque chose que je ne pense pas. Je ne suis pas négationniste, je ne suis pas antisémite. Je travaille pour l'émancipation des peuples par eux-mêmes, pour éviter toute forme de tyrannie. Et il me semble que c'est ça l'essentiel. Je demande pardon à tous ceux qui me soutiennent et que je mets dans l'embarras à cause de cette maladresse. Je suis vraiment désolé. Voilà, ce qui est fait est fait, mais non, mais surtout, on espère surtout, puisque vous êtes quelqu'un d'écouté aussi sur les réseaux sociaux et probablement par les lecteurs d'égalité réconciliation, je compte sur vous pour en faire changer beaucoup. Voilà, ça sera le mot de la fin. Nous allons recevoir des torrents d'insultes des gens qui pensent qu'on n'a pas soutenu Étienne Chouard et qu'on lui fait un mauvais procès. Nous allons recevoir des torrents d'insultes des gens qui vont nous dire qu'on n'est pas allé assez loin
loin dans la lutte contre l'antisémitisme, mais c'est aussi ça de parler vrai, c'est aussi ça d'être dans le débat public, d'avoir une ligne et de s'y tenir. Voilà, bonsoir à tous, j'espère qu'on aura contribué à éclaircir le débat. Vous allez retrouver tout de suite le Loft avec Yvan Cujous, Elisabeth Lévy. Je voulais remercier Sud Radio, je voulais vous remercier Didier, je sais que c'est difficile, que vous faites un boulot difficile, donc je voulais vous remercier aussi. Merci, c'est toujours Didier. de toute façon, Immense. c'est parfois douloureux, Merci. mais c'est intéressant. Merci à tous, ça sera le mot de la fin et bonne soirée. La musique adoucit les mœurs et j'espère que ce sera le cas ce soir.